Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Henri Konan Bédié suspend le dialogue politique entamé le 11 novembre avec le président Alassane Ouattara. Le chef de file de l'opposition ivoirienne annonce une possible reprise, mais seulement sous conditions. Nous verrons lesquelles dans cette édition. La seconde conférence semestrielle des gouverneurs des régions s'est récemment tenue pendant 2 jours à Yaoundé. La situation sécuritaire du Cameroun était au cœur de ces échanges, à 2 semaines des premières élections régionales. Et la riposte face à une supposée seconde vague de Covid-19 en Afrique s'organise. La Banque africaine de développement a approuvé une subvention de 27,33 millions de dollars pour soutenir les efforts de l'Union africaine dans sa stratégie de lutte contre la pandémie. L'accalmie aura été de courte durée en Côte d'Ivoire. Le chef de file de l'opposition, Henri Konan Bédié, a annoncé ce vendredi 20 novembre la suspension de son dialogue avec le président Alassane Ouattara. Et ce 10 jours après sa rencontre avec ce dernier, le dialogue politique entamé était censé briser le mur de glace et de méfiance né des dissensions liées à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le président du PDCI-RDA a déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de continuité dans le dialogue dans les conditions actuelles, à savoir sans la libération des militants et cadres de l'opposition incarcérés et sans le retour sécurisé des Ivoiriens forcés de rester à l'étranger. Je vous propose de l'écouter. La lutte continue. La lutte continue et continuera. Donc, grâce à vos soutiens. Bien entendu, le dialogue qui s'était amorcé à l'hôtel du Golfe, vous en avez entendu parler. Depuis quelques jours, vous n'entendez plus rien, et c'est pour des raisons précises. Il n'est pas possible de continuer ce dialogue sans la libération de tous nos militants, tous nos cadres incarcérés. Il n'est pas possible de continuer ce dialogue sans la levée du blocus qui achève encore quelques-uns d'entre eux comme Hubert Oulari. Donc, j'ai suspendu ce dialogue jusqu'à ce que nos frères soient libérés. Suspendu également ce dialogue jusqu'à ce que ceux qui ont été forcés de fuir à l'étranger opèrent un retour sécurisé chez nous. Et ce sont là des préalables non négociables. Également dans l'actualité, l'ancien président Peter Mutharika a été reconnu coupable par la Haute Cour du Malawi ce vendredi 20 novembre d'avoir violé son mandat constitutionnel. Son ancien secrétaire en chef du gouvernement, Lloyd Muara, a également été reconnu coupable des mêmes chefs d'inculpation. La Haute Cour reproche notamment à Peter Mutharika son ingérence dans l'indépendance de la justice en juin 2020, date à laquelle il avait décidé de placer 2 juges en retraite anticipée. Notons que d'autres condamnations à l'encontre de Peter Mutharika pourraient suivre car l'ancien président est cité dans de nombreuses affaires de corruption. Assurer l'encadrement sécuritaire au Cameroun, c'était l'objet de la seconde conférence semestrielle des gouverneurs des régions qui s'est tenue à Yaoundé les 16 et 17 novembre 2020. Un enjeu important à l'approche des premières élections régionales qui se tiendront dans le pays le 6 décembre prochain, mais aussi à l'approche des fêtes de fin d'année. Joël Ballot.
Dans le cadre de la tenue de la seconde conférence des gouverneurs au Cameroun, les 16 et 17 novembre 2020 à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale et les gouverneurs des 10 régions ont abordé les aspects liés à la situation sécuritaire et sociopolitique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en prélude aux élections régionales du 6 décembre 2020 et des fêtes de fin d'année. Cette seconde conférence semestrielle de gouverneurs se tient également à la veille des fêtes de fin d'année, période d'innombrables préoccupations sécuritaires. Autant de défis qui nous obligent à apporter des réponses appropriées à certaines préoccupations légitimes de nos concitoyens. Pour ce faire, nos échanges doivent être balisés par la mission sacrée à l'institution préfectorale, à savoir la quête du maintien de l'ordre public sur l'étendue du territoire national et la protection des personnes et leurs biens. À travers cette rencontre, le gouvernement camerounais prend la résolution de mobiliser les populations et les forces de défense sur l'étendue du territoire national pour la bonne tenue du premier scrutin régional et des festivités de fin d'année. De plus, l'État se donne pour défi de rendre plus efficiente l'implication du gouverneur dans la mise en place des organes régionaux afin d'intégrer davantage les Camerounais dans la gestion des affaires locales. C'est l'année des élections régionales et ça se prépare très bien jusqu'à présent. Nous n'avons pas enregistré de récriminations particulières, que ce soit de la part des partis politiques ou des chefs traditionnels. Et l'ECAM fait correctement son travail. Nous sommes en train de prendre des mesures particulières pour sécuriser le processus. Cette conférence des gouverneurs était aussi l'occasion de revenir sur la situation sécuritaire dans l'extrême nord où la menace Boko Haram fait de la résistance, de même que dans les régions de l'Adamawa et de l'Est où l'insécurité persiste du fait des troubles sociopolitiques en République centrafricaine. 27 millions de dollars, c'est ce que la Banque africaine de développement compte mobiliser pour soutenir les efforts de l'Union africaine dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Face à la deuxième vague de contamination annoncée, une stratégie continentale a été mise en place. Notons que l'Afrique compte à ce jour plus de 48 000 décès cumulés dus au coronavirus. Nathalie Mauve. Le continent africain connaît une deuxième vague de la pandémie de Covid-19, selon des indications des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, CDC Africa. Une situation qui a motivé une nouvelle mobilisation de la Banque africaine de développement qui va fournir une subvention de 27,33 millions de dollars au CDC Africa. Africa CDC to provide technical assistance. Ce généreux soutien financier de la Banque africaine de développement aidera à renforcer la capacité du CDC africain à répondre au Covid-19 et aux futures pandémies. Il contribuera à améliorer la capacité des instituts nationaux de santé publique des États membres, à soutenir les renseignements factuels sur les épidémies, à renforcer la prévention et le contrôle des infections et à soutenir la communauté économique régionale. Ce 19 novembre 2020, l'Union africaine et la Banque africaine de développement ont signé un mémorandum d'accord en vue de soutenir la mise en œuvre de la stratégie continentale conjointe de l'Afrique pour l'épidémie de Covid-19 dans 37 États membres de l'organisation panafricaine. Le résultat attendu de la collaboration de la Banque avec l'Union africaine est le CDC africain plus fort, capable de coordonner rapidement l'aide d'urgence à travers l'Afrique, en particulier les pays membres à faible revenu, au-delà des réponses actuelles au Covid-19, en collaboration avec d'autres partenaires de développement, notamment ceux du secteur privé. Tout en saluant l'apport de la solidarité et la mobilisation des pays et institutions africains dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, John Kengasong, a rappelé l'importance de la recherche scientifique pour éviter la survenue d'une troisième vague de Covid-19 sur le continent. Dans le but de ralentir la deuxième vague ou la survenue d'une troisième vague de Covid-19 sur le continent, nous exhortons vivement que la science continue d'être utilisée et la surveillance accrue dans la lutte contre la pandémie.
Le continent africain compte désormais plus de 55 millions de personnes touchées par la maladie. Bien que l'Afrique n'ait pas enregistré un nombre très élevé de cas et de décès de Covid-19, l'impact de la pandémie a été très élevé sur le continent, exerçant une pression intense sur le système de santé déjà fragile. Son visage ne vous est sûrement pas inconnu. Ses initiales non plus. MAT, Marie-Angèle Touré, ancienne journaliste d'Africa 24, s'est récemment lancée dans le média training. Elle est désormais à la tête de sa propre boîte de production audiovisuelle spécialisée dans la communication. Un concept à découvrir avec Ange Noménio. MAT, Media Advice Training, est une entreprise spécialisée dans le média training, la production audiovisuelle et le conseil en communication. L'entreprise a été créée par Marie-Angèle Touré, ex-journaliste de la chaîne panafricaine Africa 24. Après avoir passé plusieurs années devant la caméra, c'est derrière la caméra qu'elle fait désormais ses preuves. L'idée d'MAT n'est pas venue de façon comme ça ponctuelle, mais c'est une idée qui a germé au fil du temps. Lorsque j'étais journaliste et que j'étais amenée à interviewer régulièrement un certain nombre de personnalités, et que je me rendais compte au fil des émissions que certaines d'entre elles n'étaient pas préparées à ce passage à l'antenne. Je me suis dit qu'il fallait leur proposer sur le continent africain un service qui leur permettrait de pouvoir travailler, progresser, travailler sur leur tic de langage par exemple. MAT est un conseil unique et inédit en Afrique francophone. Ce concept offre une préparation aux pièges et spécificités de la communication média. De manière concrète, il s'agit de permettre aux chefs d'entreprise, aux personnalités publiques et politiques, aux acteurs de la société civile et plus généralement à tous ceux dont les fonctions impliquent des interventions publiques ou télévisées, de mieux se préparer. Au sein des MAT, on cumule donc 3 casquettes. On peut avoir une personne qui va venir pour faire du média training, avec laquelle on va travailler, avec laquelle on va collaborer, mais qui ensuite aura besoin de conseils en communication pour son institution. Dans la mise en place des recommandations qu'on aura faites, sera amené à avoir recours à une maison de production. Eh bien, chez MAT, nous faisons aussi de la production. La société MAT est située dans la ville d'Abidjan et plus précisément à Cocody de Plateau, cité Sidessi, Villa 222. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Accéder aux services essentiels sans avoir de documents d'identité officiels. C'est le casse-tête auquel sont confrontés plus de 18 000 apatrides au Kenya. C'est le cas de Nosisi Doubé. Elle est la première jeune femme apatride de la communauté Shona à accéder à l'université. Une histoire inédite rapportée par Kamesh Katapoulé. Sa concentration est au maximum. Plongée dans ses cours, Nosisi Reben Dubé se prépare à un avenir studieux. L'étudiante en économie est en effet devenue la première femme issue de la communauté Shona à entrer à l'université de Nairobi, un établissement d'enseignement supérieur très réputé puisqu'il est classé 7e en Afrique. Bien que brillant, le parcours de Nosisi Reben Dubé n'a pas été des plus simples. Sa communauté est apatride. C'est comme si vous étiez un fantôme dans le pays dans lequel vous vivez. Cela a été pour moi un parcours à la fois formidable et difficile d'arriver à un tel niveau universitaire. À 20 ans, Nosisi Reben Dubé fait partie des 18 500 apatrides que compte environ le Kenya. Marginalisés, ses pairs ont été confrontés à de nombreuses difficultés car ils n'ont pas de documents d'identité officiels. Si la jeune femme a pu être scolarisée, c'est en partie grâce à la pugnacité de sa mère. Au moment de l'inscription de sa fille à l'école primaire et au lycée, Angeline Roura-Mayi Mutenda a utilisé sa carte de clinique prénatale en guise de certificat de naissance, le tout accompagné d'une bonne force de persuasion. Je voulais aller à l'école. Je n'en veux pas à mes parents parce que nous étions pauvres. C'est pour cette raison que j'ai décidé que Nosisi doit recevoir une éducation. Pour son entrée à l'université, Nosisi Reben Dubé a bénéficié de l'aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de la Commission kenyane des droits de l'homme. Grâce aux actions de sensibilisation menées par les deux organismes, le gouvernement kényan lui a délivré son certificat de naissance. En 2019,
Ils étaient au total 600 enfants issus de la communauté Shona à recevoir pour la première fois leur certificat de naissance. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.